Vendredi 6 décembre 2024, Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h45 à Jacquesville. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. En moyenne, chaque habitant d'Abidjan génère plus de 280 kg de déchets ménagers par an. Mais savez-vous ce qu'il advient de vos ordures une fois déposées devant chez vous? Nos équipes ont suivi le parcours de ces déchets jusqu'à leur destination finale. Vous constaterez que chaque étape du ramassage à l'enfouissement qui se fait à 50 km d'Abidjan et même lorsqu'il s'agit de les brûler, le respect des normes d'hygiène et de sécurité est scrupuleux. C'est le grand angle de la rédaction que signent Aïcha Crépi et Francis Kofi. Il est 6 heures. C'est le moment pour cette équipe en service de collecter les déchets déposés dans les bacs prévus à cet effet. Bien que cette tâche soit quotidienne et répétitive, elle n'est pas sans défi, selon le chef d'équipe. Nous sommes chargés de lancer les véhicules. On lance les véhicules les 24 et les 7 mètres. Et en plus des emplueurs. Les emplueurs, les 7 mètres, c'est mini tasseurs qui sont chargés de venir faire les circuits où les gros tasseurs ne peuvent pas passer. Alors que nous filmons le ramassage, nous constatons plusieurs manquements aux règles de la part des populations, notamment en ce qui concerne les objets encombrants qui n'ont rien à faire avec les déchets ménagers. Autre problème, la présence de ces bennes, situées juste à côté de l'immeuble, perturbe particulièrement le quotidien de Dame Diarra. Vous voyez l'emplacement de la poubelle. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Quand les jeunes viennent fouiller la poubelle, toute la saleté se retrouve derrière ma maison. Et on n'arrive pas à manger. Tellement la poubelle sent. On est fatigué, on est malade. Donc aidez-nous à dégager cette poubelle-là de la cité. C'est pourtant l'ancien président de la cité lui-même qui a demandé que les bacs soient installés à cet endroit, selon ses propres déclarations. Alors, pourquoi ne sont-ils pas fermés? Il y a des fumeurs. Ça veut dire que ceux qu'on appelle généralement les junkies, ils passent, ils ont des fers pour démonter les couvertes là, et puis ils vont fondre. Ils vont faire fondre ça pour vendre. Après avoir terminé son tour dans la zone, le tasseur de 7 mètres cubes se dirige vers le centre de transfert situé à Yopougon, où environ 600 tonnes de déchets sont déversés chaque jour. Maintenant ici, il va déposer le coffre à terre pour faire les bâches, poser les bâches pour couvrir le coffre. Après, il va reprendre les coffres. En bas, il y a un remorque. Il va déposer les coffres en haut du remorque. Et c'est avec 2 coffres pour le camion qui est en bas. Il va partir à la décharge. L'entreprise Eco et Burny couvre 8 des 13 communes qui constituent le district d'Abidjan. Tous ces équipements et même ces véhicules sont équipés de traceurs GPS. Malgré la technologie de pointe, elle n'oublie pas de rappeler régulièrement aux citoyens leur rôle dans cet écosystème dont nous sommes tous des acteurs. Des fois, vous avez des déchets qui sont jetés par-ci et par-là. C'était important d'accompagner ces vendeuses, ces commerces à conditionner les déchets. Donc, nous mettons à leur disposition des sachets poubelles de 1000 litres à leur disposition et pour les amener à conditionner les déchets afin que nous, quand nous arrivons sur le point d'enlèvement, on n'ait pas trop de temps à perdre. Les déchets sont conditionnés, on les enlève en 3 minutes, on est parti sur d'autres points selon notre cheminement qui est donné par la production. 6h30, les 2 coffres sont chargés et prennent la route vers Kosiwan, au centre de valorisation et d'enfouissement technique CEVET, qui a remplacé la décharge d'Akwedo depuis novembre 2018 sur une superficie de 100 hectares. Ce site traite environ 1 250 000 tonnes de déchets chaque année. Actuellement, les activités du centre se concentrent sur 3 axes principaux. La réception et l'enfouissement des déchets. En fonction de la taille du camion, soit ils sont monobennes comme celui-là, soit multibennes comme ceux qui sont sur la plateforme, ils vont directement où ils déchargent ici pour prendre qu'une seule benne à la fois pour aller au déchargement. Le traitement du biogaz, qui est 25 fois plus néfaste que le CO2 s'il n'est pas traité. Compacter les déchets pour obtenir le taux de compaction maximal. Et obtenir donc un milieu en anaérobie pour bien produire du biogaz. Parce que c'est la clé de voûte pour toute valorisation. Si on n'a pas assez de biogaz, le projet de valorisation peut capoter. Et enfin, le traitement du Lixivia, ce jus toxique émanant des déchets, qui nécessite également une attention particulière pour minimiser ses impacts environnementaux. Ces bassins qui sont ici
contiennent du lixivia jeune, d'accord, qui viennent juste d'être produits. Ces lixivia sont ensuite ramenés par un jeu de pompe à un autre bassin pour être introduits dans les unités de traitement des lixivia par osmose inverse. Un projet ambitieux est actuellement à l'étude pour développer un système de récupération du biogaz, permettant ainsi de le transformer en énergie, notamment pour alimenter les moteurs. Bien que certains parents en Côte d'Ivoire soient conscients des dangers liés à l'utilisation excessive des écrans, il subsiste un manque général de sensibilisation quant aux effets spécifiques sur le développement de leurs enfants. Des recherches récentes révèlent que cette surexposition peut avoir des conséquences néfastes sur le développement des enfants, affectant notamment leur santé physique et mentale. C'est ce qu'Andra Sémian, Ahmed Badini et Marion Été démontrent dans ce reportage. Nous sommes à Angré, dans la commune de Cocody. Ici vit la famille Kwasi depuis quelques années. Lors des jours de repos, les enfants ont droit à l'usage des tablettes, de téléphones et peuvent regarder la télévision. Ceci est considéré comme bénéfique par leur mère. L'enfant a commencé à regarder la télévision à l'âge de 4 ans. Mais pour la tablette, elle a eu sa première tablette à l'âge de 5 ans. Parce que souvent, nous sommes un peu occupés, les enfants sont un peu brouillons. Et donc, du coup, on est obligé de lui donner la tablette, puis on met l'enfant devant la télévision pour vaquer à nos occupations. L'essor des technologies numériques, notamment des télévisions, smartphones et tablettes, a conduit à leur présence généralisée dans les foyers. Cette accessibilité permet aux enfants d'être fréquemment et longuement exposés aux écrans dès leur jeune âge. Consciente des dangers liés à cette surexposition, Madame Kwasi veille à réguler l'utilisation des écrans par ses enfants. Par exemple, pour ces dessins animés, souvent c'est moi qui prends la télécommande, moi je prends la tablette. Je lui impose ce qu'elle doit regarder. Il y a des dessins animés aussi qui sont éducatifs, que j'impose à l'enfant de regarder parce qu'en regardant ça, l'enfant peut apprendre quelque chose. Je fixe toujours une heure où l'enfant doit regarder parce que souvent, par exemple, les mercredis et samedis, l'enfant doit aussi faire ses devoirs. L'exposition précoce des enfants aux écrans en Côte d'Ivoire est un phénomène bien réel. Selon une étude réalisée à Daloa par exemple, 52% des enfants sont exposés aux écrans avant l'âge d'1 an et 48% d'entre eux sont exposés aux écrans entre 1 et 3 ans. Bienvenue Yelato Kone est médecin généraliste depuis 3 ans. Ce dernier s'est intéressé à la question de la surexposition des enfants aux écrans, un véritable danger pour les tout-petits. Ces enfants peuvent présenter ce qu'on appelle la myopie. Ils peuvent présenter également la fatigue oculaire. Tout ça, ce sont des pathologies qui sont liées aux écrans. Au niveau psychologique, ils peuvent présenter des troubles du sommeil, des troubles du sommeil qui sont dus spécifiquement à la lumière bleue. Ils peuvent présenter également des troubles comportementaux tels que l'agressivité qui est due aux programmes qu'ils peuvent regarder sans la surveillance des parents. Ils peuvent présenter aussi des retards d'acquisition mentale, c'est-à-dire qu'ils auront du mal à retenir certaines informations. Des recommandations préconisent que l'accès des enfants aux écrans soit limité, en mettant l'accent sur l'importance des interactions humaines et des activités physiques pour favoriser leur bien-être général. Certaines études menées ont montré que l'âge minimum requis, c'est à partir de 2 ans. Mais là encore, il faut une durée d'exposition très limitée. Donc on va dire à partir de 2 ans, on va dire peut-être 1 heure par jour, mais sous contrôle parental toujours. Vérifier les informations les programmes que l'enfant regarde sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordinateur, à la télévision, et l'aider à discerner les informations qu'il lui faut, qui soient adaptées à son âge, et celles qui ne le sont pas. Le conseil que je pourrais donner aux parents, c'est de vraiment s'inclure dans le développement psychomoteur de leurs enfants, c'est-à-dire ne pas confier l'éducation de leurs enfants aux écrans, parce que ça fait partie des grands mots de ce siècle. Une sensibilisation renforcée, associée à des alternatives éducatives et ludiques, pourrait aider à mieux encadrer l'utilisation des écrans. Il est essentiel que les parents et les éducateurs surveillent et régulent le temps d'écran pour favoriser un développement sain et équilibré. À l'approche de la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre prochain, le Conseil national des droits de l'homme a procédé à la présentation des 10 supports destinés à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'était ici à Abidjan. Ce projet en partenariat avec l'Union européenne et l'Institut danois des droits de l'homme a pour objectif de mettre ces outils à disposition des différents acteurs intervenant dans le domaine afin qu'ils s'en servent comme base pour une meilleure sensibilisation
et formation aux droits de l'homme. Reportage Orphée Conan, Mohamed Sen. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH de Côte d'Ivoire, a franchi une étape significative dans la promotion des droits humains. Avec le soutien financier de l'Union européenne, le CNDH a développé une série de supports pédagogiques visant à sensibiliser et former les citoyens sur leurs droits. Ces outils, élaborés en collaboration avec les groupes concernés, sont adaptés à divers publics, notamment les élèves, les forces de l'ordre et le personnel pénitentiaire. Cette initiative s'inscrit dans un engagement plus large de l'État ivoirien à favoriser une culture des droits humains, conformément à l'article 28 de la Constitution. Pour le CNDH, il faut investir sur les enfants à travers l'éducation aux droits de l'homme. Pour que le thème du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nos droits, notre avenir maintenant, soit une réalité en Côte d'Ivoire maintenant et pour l'avenir. Le Conseil national des droits de l'homme met un point d'honneur à contribuer à mettre en œuvre cette vision des Nations Unies en vue de l'instauration d'une culture de respect des droits de l'homme dans notre beau pays, qui connaîtra en 2025 une élection présidentielle à défi. Nous avons préparé avec l'appui du projet des supports, ce sont des petits guides, des petits manuels qui seront toujours à la portée des gendarmes, des policiers, et ils ont aussi été conçus en co-création donc avec les forces de l'ordre, donc pour vraiment comprendre les particularités et les problèmes aussi, les défis auxquels ils font face. 10 supports pédagogiques inspirés du décalogue et développés grâce à un partenariat entre le CNDH et l'Institut danois des droits de l'homme ont été créés pour renforcer les connaissances des Ivoiriens sur les droits fondamentaux. Ces outils servent de cadre de référence pour les acteurs de la société civile, les institutions publiques et les citoyens, leur permettant d'agir en faveur du respect de ces droits. Pour favoriser leur diffusion et leur utilisation à grande échelle, le CNDH a organisé un atelier de présentation. Les jeunes participants à cette initiative ont également eu l'occasion d'exprimer leurs droits et devoirs à la suite d'une formation à laquelle ils ont pris part. Les ambassadeurs du Collège moderne de Bingerville ne voulons pas seulement enseigner nos droits et devoirs dans le Collège moderne de Bingerville, mais partout dans nos vies, différentes vies associatives. Donc nous vous invitons aussi à être des ambassadeurs de votre communauté, de votre église, etc. La méthodologie adoptée pour la création de ces supports, ainsi que leur contenu, a été présentée lors de cette cérémonie, accompagnée des meilleures techniques de diffusion pour assurer une sensibilisation efficace. À long terme, cette initiative vise à renforcer l'état de droit et à promouvoir une culture de la paix et de la tolérance en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA, le professeur Marietou Koné, a présidé une rencontre avec des organisations non gouvernementales engagées dans le secteur éducatif le jeudi 5 décembre 2024 à Abidjan. Cette rencontre, qui s'est tenue à la direction des examens et concours d'ECO, s'inscrit dans le cadre d'un dialogue avec les acteurs de la chaîne éducative initiée par la ministre de l'Éducation nationale. Les détails dans ce compte-rendu. Environ 60 organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur de l'éducation ont pris part à cette rencontre avec la ministre de l'Éducation nationale Marietou Koné, qui a exprimé ses préoccupations face aux défis auxquels fait face le système éducatif en Côte d'Ivoire. La ministre a également mis en avant le rôle crucial des ONG dans la gouvernance de l'État et leur importance dans la sensibilisation des communautés. Vous avez l'avantage d'être proche des populations. Cette proximité vous permet de prolonger l'action de l'État dans les coins les plus reculés du territoire national. L'école, parce que chaque enfant de notre pays a droit à l'éducation, est l'institution étatique la plus présente partout où se trouvent les communautés. Satisfaits d'avoir pris part à cette rencontre et conscients des défis qui les attendent, plusieurs représentants des ONG ont exprimé leur volonté de poursuivre leur collaboration avec le ministère de tutelle et se sont engagés à travailler ensemble pour surmonter les obstacles et atteindre les objectifs fixés. Je veux dire que je suis heureuse parce que nous convier à cette rencontre démontre que ce que nous faisons sur le terrain est suivi par Madame le ministre. Et nous avons pris l'engagement de continuer sur cette voie et nous allons aider Madame le ministre à atteindre ses objectifs. Moi, je mise beaucoup sur la formation et la sensibilisation. Cette initiative de créer cette plateforme de collaboration vient donc nous mettre en mission
chose que nous faisons déjà. Mais déjà, nous vient nous donner encore plus de détermination dans nos différentes initiatives. Nous saluons cette belle initiative et nous sommes entièrement à la disposition du ministère et du gouvernement pour accompagner pour l'atteinte de ces différents objectifs-là. Pour mémoire, l'État de Côte d'Ivoire a initié en juillet 2021 les États généraux de l'éducation nationale. Ces échanges ont abouti à l'élaboration de 42 réformes à mettre en œuvre sur une période de 10 ans avec l'adoption des recommandations en mai 2023. La ministre de l'Éducation nationale, Mariétou Koné, a souligné que ces États généraux ont permis d'évaluer les problèmes du système éducatif ivoirien et de proposer des solutions adaptées pour garantir une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la fin de ce 1945. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Ne manquez pas nos éditions du 1245 et du 1945 de ce week-end. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée en compagnie de l'équipe du Talk et des programmes de Live TV. Bonsoir.